Bonjour à tous et bienvenue à Bruxelles, au Conseil européen, où nous recevons sur RFI et France 24 un invité pour nous parler de cette fameuse nuit de jeudi à vendredi où les 28 ont travaillé d'arrache-pied à trouver une alternative au Brexit, une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et puis, il a fallu aussi gérer la crise migratoire toujours plus pressante. Alors, pour commenter les résultats de ce sommet, nous accueillons aujourd'hui l'Italien Sandro Gozzi, secrétaire d'État aux Affaires européennes. Bonjour, Monsieur Gozzi. Bonjour. Alors, comme Matteo Renzi, vous êtes membre du Parti démocrate. Quand il arrive au pouvoir, il y a tout juste 2 ans, il vous appelle immédiatement auprès de lui pour ce portefeuille européen. Vous connaissez plutôt bien Bruxelles. Vous avez conseillé Romano Prodi lorsqu'il était président de la Commission. Et puis, en tant que député italien, vous avez régulièrement travaillé sur des dossiers européens, notamment sur le dossier de l'immigration et sur celui de l'espace Schengen. Alors justement, 2 jours de sommets intensifs, des bilatérales nocturnes, mises en scène tout à fait par ce champion du show médiatique, David Cameron, peut-être à destination d'ailleurs plus de politique intérieure que de politique européenne. Est-ce que ce n'est pas un peu humiliant pour ces 27 partenaires de lui tailler ainsi un habit sur mesure? Je dois dire que les sommets européens sont peut-être un peu trop souvent utilisés par tout le monde pour des raisons de politique intérieure. Je ne ferai pas seulement un cas britannique. Je crois que si peut-être on faisait un peu moins de sommets et on faisait en sorte que les sommets soient véritablement décisifs, je crois que ça serait un avantage pour l'Union européenne et un avantage pour le Conseil européen. Non, Cameron a de façon très ouverte et je dirais très transparente dès le début posé la question de comment nous pouvons préparer les référendums britanniques. Le choix de tout le monde, c'était d'être constructif sans renoncer à certains principes fondamentaux de l'Union européenne. Et parmi ceux-ci, il y a sans doute le plus grand succès de l'Union européenne pour nous, les Européens, qui est la libre circulation des citoyens. Et donc, c'est là-dessus qu'on a dû beaucoup négocier. Alors, sur ce référendum qui pourrait être convoqué dans les prochains mois, les derniers sondages sont favorables au Brexit. Est-ce que vous pensez que les concessions qui ont été faites par les Européens peuvent renverser la vapeur? Est-ce que David Cameron va convaincre finalement ses concitoyens de rester dans l'Union? Quel est votre sentiment? Moi, je crois que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Condition nécessaire parce qu'il est clair que il faut avoir une base de départ, notamment pour indiquer quelle est la voie que les Britanniques vont poursuivre dans leur appartenance à l'Union européenne. Mais je crois qu'elle n'est pas suffisante. Le référendum sera gagné, d'après moi, si ceux qui veulent rester en Europe s'engagent véritablement pour dire avec beaucoup de franchise, pour une fois, quels sont les vrais avantages que les Britanniques ont toujours eu de l'Union européenne et qu'ils auront en restant de l'Union européenne. Alors on discute des points de PIB à perdre côté européen, querelle d'experts. En vérité, qu'a apporté vraiment le Royaume-Uni à cette union et surtout, l'Europe a-t-elle vraiment besoin de ce Royaume-Uni et pourquoi? On ne peut pas discuter de l'Europe avec la calculette. L'Europe, c'est un projet politique et l'Europe, c'est un projet qui doit se renforcer et si possible s'élargir. Alors, donc, politiquement, le Royaume-Uni a apporté beaucoup au marché unique européen, a apporté beaucoup du point de vue financier, a apporté beaucoup en crédibilité quand les Européens ont réussi à mener des actions vraies de politique étrangère et de politique de sécurité. C'est un des chantiers sur lesquels il est difficile de penser que les Européens puissent avancer sans avoir les Britanniques comme acteurs fondamentaux. Et le Royaume-Uni, c'est quand même un pays qui a une crédibilité internationale dont aussi l'Union européenne a bénéficié. Donc je crois que le but, c'est de voir comment nous pouvons mieux travailler ensemble dans l'Union européenne, mais pas avec une approche 3%, 0,1%, 0,2%. Ce n'est pas comme ça qu'on décide de rester dans l'Union européenne.
Alors, la crise migratoire a été au menu d'un dîner très très long, le dîner des 28, et le camp des durs pendant ce dîner a été renforcé, on l'a bien senti, avec l'Autriche qui a décidé de limiter à 3000 par jour le nombre de réfugiés pouvant entrer sur son territoire. Une décision appliquée dès ce vendredi. Reportage de Mounia Benaïssa. C'est une décision qui complique un peu plus les affaires de l'Union européenne. Alors que Bruxelles tente de trouver une ligne politique commune aux 28 États membres sur la crise des migrants, l'Autriche décide de faire cavalier seul et d'adopter des quotas pour limiter le nombre de demandeurs d'asile. Nous allons avoir 2 quotas. Le premier concerne ceux qui souhaitent déposer une demande d'asile en Autriche. Nous autoriserons dans ce cas 80 personnes par jour. Deuxièmement, nous permettrons l'entrée en Autriche de 3200 personnes par jour qui souhaitent demander une protection internationale dans les autres pays. Une mesure que l'Autriche compte appliquer dès vendredi. Après avoir reçu 100 000 réfugiés en 2015, Vienne refuse d'en accueillir autant cette année. Un plafonnement jugé par Bruxelles contraire au droit européen. Il est vrai que l'Autriche subit une forte pression. Mais en même temps, il existe certains principes et des lois que tous les pays doivent respecter et appliquer. Et l'Autriche en fait bien sûr partie. La réponse de Vienne ne s'est pas fait attendre. Nous commencerons vendredi comme prévu, rétorque l'Autriche, qui peut compter sur le soutien de son voisin slovène. Ljubljana entend plafonner les entrées de migrants dans les prochains jours. Vienne espère que d'autres pays suivront. Nous avons provoqué un effet domino. C'est d'ailleurs ce que nous espérions. Maintenant, d'autres pays situés sur la route des Balkans adopteront eux aussi des mesures. Environ 1 millier de migrants se présentent chaque jour à la frontière autrichienne, un nombre qui devrait augmenter à l'arrivée du printemps. Vienne prévient, pour sécuriser ses frontières, l'armée sera appelée en soutien. Sandro Gozzi, d'après vous, le chancelier autrichien se met hors la loi, en marge de l'Union européenne avec cette décision? Ce n'est pas à moi de juger, il y a une commission européenne. Vous avez un avis? Il y a une commission européenne qui doit juger si c'est conforme ou pas. Nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets pour Schengen elle-même. Schengen, ça veut dire liberté. Schengen signifie Erasmus pour les jeunes. Je ne vois pas en quoi, en renonçant à notre liberté, on pourrait augmenter notre sécurité en tant qu'Européens. Je crois que la réponse n'est pas renoncer à ce que nous avons construit, c'est construire ce que nous n'avons pas encore achevé. Et Schengen, on le sauve avec une police des frontières extérieures européennes, on le sauve avec une véritable politique de retour européenne, et pas en renonçant et avec les retours des contrôles et des frontières à notre intérieur. On comprend les préoccupations autrichiennes. L'Autriche est sous pression. L'Autriche a accueilli beaucoup de réfugiés. Mais pour nous, la réponse, ce n'est pas revenir en arrière. La réponse, c'est faire ce que, beaucoup plus rapidement, ce que nous aurions dû faire ensemble déjà avant la crise et nous n'avons pas fait. Donc, frontières extérieures, coopération entre polices, politique de retour, accord de réadmission au niveau européen. Et relocalisation, parce que Matteo Renzi s'est beaucoup fâché pendant ce sommet, on l'a entendu, contre les pays de l'Est, peu généreux en tout cas en matière d'accueil, voire pas du tout généreux en matière d'accueil des réfugiés. De son côté, l'Autriche a critiqué la France pour les mêmes motifs en vérité. Alors qui a raison? La solidarité en Europe, ce n'est pas sens unique, c'est à double sens. Et on ne peut pas invoquer l'Europe quand il s'agit des fonds de développement régional, quand il s'agit d'aides financières, et oublier l'Europe quand il s'agit de participer à des politiques communes votées de façon démocratique et longuement négociées. Là, vous parlez des seuls pays de l'Est ou de la France aussi? Moi, je parle là surtout des pays de l'Europe centrale et orientale qui encore n'ont pas fait leur part en termes d'asile et d'immigration. En général, je crois, et ceci vaut aussi pour la France, que les réponses ne peuvent pas être des réponses nationales. Et si on pense de gérer et trouver les bonnes solutions à la question de l'asile, à la question des flux migratoires et même à la question de la lutte contre le terrorisme, seulement avec des questions nationales, je crois que c'est illusoire.
Et donc, je crois qu'on doit faire beaucoup plus ensemble au niveau européen. Je répète, la question pour répondre aux nouveaux défis, ce n'est pas démanteler ce que nous avons fait, mais faire plus vite ce que nous n'avons pas encore fait et on aurait dû faire si on est sérieux avec nos citoyens. On négocie des traités, on les ratifie, on les vote par référendum dans certains pays et puis on ne les applique pas. Ça, ce n'est pas du sérieux. Il faut que l'Europe revienne au sérieux, revienne à la crédibilité dans la politique d'asile et d'immigration. Pour répondre à l'émergence, appliquons les accords que nous avons signés. 2, à partir du mois de mars, construisons cette politique de l'asile, cette Europe de l'asile et de l'immigration qui nous manque et à cause de cette absence, nous payons tout un coût très élevé. Alors le problème de cette crise migratoire, c'est que les flux vont continuer et ils se passent en dehors d'Europe avec des pays avec lesquels l'Europe essaie de négocier. Je parle de la Turquie. Le Premier ministre devait participer à ce sommet. Le Premier ministre turc, il a annulé en raison de l'attentat d'Ankara et un prochain sommet sera consacré à ce sujet. L'Europe souhaite que la Turquie vraiment fasse la chasse aux passeurs, s'y mette vraiment. Or, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de résultat. Non, l'accord entre Turquie et l'Union européenne commence à être appliqué. Il faut aller beaucoup plus vite. Et ça, c'est une partie nécessaire de la réponse. Parce qu'on a toujours dit en tant qu'Européens, il faut aller à la source. Il faut intervenir à la source. Qu'il s'agisse de la crise migratoire, qu'il s'agisse en général de la question de l'immigration. Aller à la source, ça veut dire travailler beaucoup plus avec un pays comme la Turquie, qui a 2,5 millions déjà de réfugiés et qui est très exposé par des flux qui visent à l'Europe. Donc il faut travailler ensemble et je crois que ça c'est un choix nécessaire et il faut travailler beaucoup plus parce que l'accord doit être mis en œuvre beaucoup plus rapidement de ce qui se passe en ce moment. De l'autre côté, il faut aussi aller vite dans la mise en œuvre des accords qu'on a rejoint à La Valette à Malte en novembre, dans la coopération entre Européens et notamment Africains, pour attaquer les causes fondamentales des flux migratoires. Et ça, au-delà de l'émergence des réfugiés. Ce sont les deux réponses que seulement les Européens unis peuvent donner et sur lesquelles il faut travailler parce que quand on décide une chose, on l'applique rapidement. Avec un autre acteur, d'ailleurs, maintenant en mer Égée, c'est vraiment une première, à savoir l'OTAN, qui justement est chargée aussi de faire la chasse aux trafiquants entre la côte turque et celle de Grèce. Est-ce que c'est son rôle à l'OTAN et est-ce vraiment indispensable ? Moi, je crois que c'est un pas positif et je crois que le trafic des êtres humains, qui est une sorte d'esclavage, soit aussi de quelque manière une nouvelle atteinte à notre sécurité. Et je crois qu'utiliser l'OTAN, qui a des moyens utilisables de façon beaucoup plus vite et beaucoup plus efficace par rapport à ce que l'Union européenne a aujourd'hui, soit une partie nécessaire de la réponse. Alors, les Européens ont menacé les Grecs de les exclure de l'espace Schengen d'ici 3 mois s'ils ne faisaient pas ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire construire des hotspots. Là, ils ont commencé à le faire, les hotspots fonctionnent. Est-ce que cette décision était justifiée et l'est-elle encore ? Pour moi, la réponse qu'un État membre, un État européen est en difficulté, ce n'est pas de l'exclure. C'est d'augmenter la solidarité et le travail ensemble. Je suis toujours contraire à exclure un pays en difficulté. C'est pour cela qu'on était très contraire à la sortie de la Grèce de la zone euro quand il y avait des troubles financiers et économiques, la crise de la dette. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous croyons que nous devons augmenter notre coopération avec la Grèce, qui se trouve sans doute dans une situation très délicate, en grande difficulté, mais sans menacer de la faire sortir, parce que ça, c'est bien loin de l'esprit européen que dont nous devrions faire la preuve face à des crises aussi difficiles comme celles que nous vivons aujourd'hui. Alors, puisque vous parlez de l'esprit européen, votre pays appelle à la rénovation de ce projet européen. L'Union européenne ne serait qu'un orchestre jouant sur le Titanic, selon Matteo Renzi. Vous reconnaissez cette phrase, bien sûr. Quelle Europe vous souhaitez vraiment ? Tout d'abord, une Europe qui sort du status quo. Parce que si l'Europe reste dans le statu quo, c'est le début de la désintégration, ce n'est pas la relance de l'intégration. Secondo, une Europe qui parle beaucoup plus politique et beaucoup moins de règles techniques.
beaucoup plus valeurs fondamentales et grandes questions politiques, la politique étrangère, la politique de l'immigration, la politique de la recherche, une véritable politique d'investissement et de croissance, et moi, des paramètres financiers, d'output gap, des choses incompréhensibles pour tout citoyen. Et nous pensons que nous avons besoin aujourd'hui de relancer les projets européens en revenant aux valeurs fondamentales et en faisant face aux nouveaux défis que nous devons affronter ensemble. L'Italie est très volontariste là-dessus, sur cette rénovation. Il y a bientôt un sommet France-Italie. Est-ce que ça va être l'occasion un petit peu de formaliser les projets de réforme que vous proposez? Est-ce que vous ne vous sentez pas isolé face à une Allemagne qui, de toute façon, dicte depuis plusieurs années la politique européenne? C'est pas une question de... Non, la question, c'est que chaque pays, en ce moment, a une grande priorité nationale. En Italie, on est beaucoup axé sur une nouvelle politique de croissance et de réformes. En France, et je comprends bien, on parle notamment de sécurité. En Allemagne, on parle notamment des réfugiés. Mais si chaque pays poursuit uniquement sa priorité du moment et ne fait pas l'effort de mettre sa priorité avec la priorité des autres dans un grand projet de relance européen, il est difficile qu'on puisse atteindre nos objectifs. Donc nous disons qu'il faut recommencer à développer un projet européen. Il est fondamental qu'il y ait une entente entre France, Italie et Allemagne pour cela, mais il faut être ouvert, il faut être inclusif, il ne faut pas être exclusif. Il ne faut pas faire des axes qui excluent les autres. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui, Sandro Gozzi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur les ondes de Radio France Internationale ou sur France 24.